Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte majeur, vraiment fondamental de la philosophie occidentale. Oui, la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, un monument. Exactement. C'est réputé ardu, c'est vrai, mais ça a complètement bouleversé notre manière de penser. La connaissance, la réalité, tout ça. Mhm. On se demande souvent, par exemple, comment les maths ou la physique peuvent nous donner des vérités qui semblent universelles, toujours vraies, alors que notre savoir vient de l'expérience, non? Et l'expérience, elle change tout le temps. C'est une excellente question. Et c'est pile le genre de mystère que Kant voulait éclaircir. Alors, pour explorer ça, on va s'appuyer sur des passages clés du livre. On a regardé les préfaces, l'introduction bien sûr. Oui, et puis l'esthétique transcendantale, sur l'espace et le temps. Voilà. L'analytique des concepts, la fameuse déduction transcendantale. On essaiera de pas trop s'y perdre. Ah oui, celle-là. L'analytique des principes, la distinction entre phénomène et noumène, les antinomies. Ouf. Et comment tout ça mène aux limites de la raison. Absolument. Et soyons clairs sur notre but ici. Il ne s'agit pas de résumer tout le livre, ce serait impossible en si peu de temps. Non, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de comprendre le cœur du projet de Kant, pourquoi il a écrit cette critique, quelle était sa question fondamentale au fond. Saisir l'essence de sa révolution, comme on dit. C'est ça. Essayer de voir comment il pensait que notre connaissance fonctionne et surtout jusqu'où elle peut aller, sans se noyer dans tous les détails techniques, quoi. D'accord. Alors, pour commencer, posons un peu le décor. Kant, il s'intéresse d'abord à l'épistémologie, l'étude de la connaissance. Oui, comment on sait ce qu'on sait qu'est-ce qui justifie nos connaissances et aussi à la métaphysique. La nature de la réalité, qu'est-ce que c'est, l'espace, le temps, une cause, des questions fondamentales. Il faut se souvenir qu'avant lui, le débat était assez polarisé. D'un côté, les empiristes, comme Hume. Pour eux, tout vient des sens, de l'expérience. L'esprit est une page blanche au départ. Voilà. Et de l'autre, les rationalistes, Descartes par exemple, qui pensaient qu'on avait des idées innées, des vérités accessibles par la raison seule. Et Kant, lui, n'était satisfait ni par les uns ni par les autres. Pas vraiment. Il trouvait que chacun avait ses limites. C'est là qu'il introduit des distinctions cruciales. Oui, la première, c'est entre jugement analytique et synthétique. Alors, analytique. C'est quand le prédicat, ce qu'on dit du sujet, est déjà contenu dans le concept du sujet. L'exemple classique, tous les corps sont étendus. Ben oui, c'est dans la définition d'un corps d'être étendu, ça n'apprend rien de neuf. Exactement. C'est juste explicatif. Ça déplie le concept. À l'inverse, un jugement synthétique, lui, il ajoute une information. Il étend notre connaissance. Si je dis « ce livre est lourd », lourd n'est pas dans le concept de « ce livre », il faut le sous-peser pour le savoir. C'est ça. C'est extensif. Et ces jugements synthétiques, souvent, ils viennent de l'expérience. Et puis, il y a l'autre distinction, a priori et a posteriori. Oui. A priori, c'est ce qui est connu indépendamment de toute expérience. C'est universel et nécessaire. Comme 2 plus 2 égale 4. Pas besoin de vérifier avec des pommes à chaque fois. C'est vrai partout, tout le temps. Voilà. Alors que a posteriori, ça dérive de l'expérience. Le ciel est bleu aujourd'hui. Faut regarder par la fenêtre pour être sûr. Et demain, ce sera peut-être gris. C'est ça. Et c'est en croisant ces deux paires de distinctions que Kant tombe sur son problème central. Ah oui? Lequel? Il observe que les mathématiques et même les principes fondamentaux de la physique semblent être constitués de jugements synthétiques a priori. Attendez. Synthétique et a priori. Les deux à la fois? Oui, prenons 7 plus 5 égale 12. Pour Kant, c'est synthétique. Le concept de 12 n'est pas simplement contenu dans l'idée de 7 et 5 réunis. Il faut une intuition, une opération mentale pour construire le 12. Ça ajoute quelque chose. D'accord, je voyais les. C'est pas juste une définition. Mais c'est aussi a priori. C'est nécessaire et universel. Pas besoin de faire des expériences pour le prouver. Pareil pour un principe comme tout changement a une cause. Ça semble évident, mais Mais d'où ça vient? Si c'est synthétique, ça devrait venir de l'expérience. Or, Hume avait bien montré que l'expérience, elle nous donne des successions, des conjonctions constantes, mais jamais la nécessité absolue de la causalité. ah oui, le problème de l'induction chez Hume. On ne peut pas prouver une loi universelle juste par des observations particulières. Exactement. Donc, si ces principes sont a priori nécessaires et universels, ils ne peuvent pas venir uniquement de l'expérience. Mais s'ils étaient juste analytiques, ils ne nous apprendraient rien de nouveau sur le monde et on ne voit pas pourquoi ils s'appliqueraient à la nature. C'est le casse-tête.
Comment avoir des connaissances qui sont à la fois nouvelles, extensives, synthétiques, et pourtant certaines, universelles, nécessaires a priori? Voilà, c'est ça la question de Kant dans la critique pure. Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? C'est vraiment le fil rouge de tout l'ouvrage. Et sa réponse, c'est ce fameux renversement, cette révolution copernicienne qu'il propose. Oui, l'analogie est célèbre. Copernic a dit « Et si ce n'était pas le Soleil et les étoiles qui tournaient autour de nous, mais nous qui tournions ?» Ça a tout changé en astronomie. Eh bien, Kant propose un virage similaire en philosophie de la connaissance. Au lieu de supposer que notre esprit doit se conformer aux objets, comme s'il les recevait passivement, Il propose l'inverse, que ce sont les objets qui doivent se conformer à notre esprit, à notre façon de connaître. précisément. C'est l'hypothèse audacieuse. Si on suppose que notre esprit impose certaines structures a priori aux objets, pour pouvoir les connaître, Il le dit lui-même. Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. C'est fort, ça. c'est radical. Notre esprit n'est plus une cire molle ou un miroir. Il est actif, il structure, il organise l'expérience selon ses propres lois. Un peu comme si on portait des lunettes teintées en permanence. On voit le monde à travers elles, elles façonnent notre perception. C'est une bonne image, oui. Les lunettes, ce seraient les structures a priori de notre esprit. Et c'est ça sa révolution. Comprendre comment ces structures rendent possible notre connaissance, y compris la connaissance synthétique a priori. Et l'espoir de Kant, c'était qu'en comprenant ça, on pourrait enfin établir la métaphysique sur des bases solides, comme les sciences. La voie sûre d'une science. Exactement. Mettre fin au débat sans fin et aux contradictions de la métaphysique traditionnelle. Et c'est là qu'intervient le terme transcendantal. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement chez Kant exactement? Ça fait un peu ésotérique. Non, pas du tout chez lui. Transcendantal, ça désigne l'étude non pas des objets eux-mêmes, mais de notre mode de connaissance des objets, dans la mesure où ce mode de connaissance doit être possible a priori. Donc l'étude des conditions de possibilité de notre expérience qui se trouve dans notre propre esprit. C'est exactement ça. On enquête sur les lunettes elles-mêmes, si on reprend l'image. Quelles sont ces structures a priori qui organisent notre rapport au monde? D'accord. Alors explorons ces structures. La première partie de la critique, c'est l'esthétique transcendantale. Ça concerne la sensibilité. Oui, notre capacité à recevoir des représentations, à être affecté par les objets. C'est la porte d'entrée de l'expérience. Kant parle d'intuition pour désigner ce rapport direct et singulier aux objets. Et qu'est-ce qu'il découvre sur cette sensibilité-là? Sa première grande thèse concerne l'espace. Pour lui, l'espace, ce n'est pas une chose qui existe indépendamment de nous, ni un concept abstrait qu'on tire de l'expérience. Qu'est-ce que c'est alors? C'est la forme a priori de notre intuition externe. C'est une structure fondamentale de notre sensibilité qui nous permet de percevoir les objets comme étant hors de nous et les uns à côté des autres. C'est comme le cadre dans lequel on place tout ce qui vient de l'extérieur. En quelque sorte, c'est une condition nécessaire. On ne peut pas imaginer un objet extérieur sans espace, dit Kant. On peut imaginer l'espace sans objet, mais pas l'inverse. Et il ajoute que la géométrie, avec ses vérités nécessaires, a priori, repose sur cette intuition pure de l'espace. C'est une idée assez contre-intuitive quand même. L'espace serait dans notre tête. Pas dans la tête comme une pensée, mais comme une structure de notre faculté de percevoir. C'est la manière dont notre sensibilité est faite. Et il dit la même chose pour le temps. Le temps aussi. Oui, le temps n'est pas un flux objectif qui existerait sans nous. C'est la forme a priori de notre intuition interne. C'est la structure qui nous permet d'ordonner nos états intérieurs, nos pensées, nos sentiments les uns après les autres. La succession. Sans cette forme temporelle innée, on ne pourrait pas percevoir le changement, le mouvement, ou même le fil de nos propres pensées. C'est l'idée. Le temps est la condition pour qu'on puisse se représenter la permanence et le changement, la simultanéité et la succession. D'accord. Mais alors, si l'espace et le temps sont les formes de notre sensibilité, La conséquence est énorme et c'est vraiment le cœur de sa philosophie critique. L'espace et le temps ne sont pas des propriétés des choses telles qu'elles pourraient être en elles-mêmes indépendamment de nous. ce qu'il appelle les noumènes. Exactement. Ce sont des conditions subjectives de notre sensibilité humaine. Elles appartiennent à la structure de notre esprit, pas aux choses en soi. Donc, on ne connaît jamais les choses telles qu'elles sont réellement, mais seulement telles qu'elles nous apparaissent. Filtrées par l'espace et le temps. Ce sont ça les phénomènes. C'est tout à fait ça. Nous n'avons accès qu'aux phénomènes, aux objets tels que notre sensibilité les structure spatialement et temporellement. Mais alors on est coupé de la vraie réalité? Tout est illusion? Non,
Attention, ce n'est pas ça qu'il dit. Les phénomènes ne sont pas des illusions. C'est le monde réel pour nous, le monde objectif tel qu'il peut être connu par des êtres dotés de notre type de sensibilité. C'est la seule réalité à laquelle on est axé par l'intuition. La chose en soi, le noumen, reste pensable mais inconnaissable par nos sens. C'est une limite fondamentale donc. On ne peut pas sortir de nos propres structures de perception. Voilà. C'est une idée centrale. Mais avoir des intuitions organisées dans l'espace et le temps, ça ne suffit pas pour faire une connaissance. Il faut aussi pouvoir penser ces intuitions. Il faut les relier, les comprendre. Exactement. Et ça, c'est le rôle d'une autre faculté, l'entendement, Verstehen. C'est la faculté de juger, de former des concepts, d'appliquer des règles pour unifier le divers donné par l'intuition. C'est la partie logique transcendantale de la critique. Oui, elle étudie les principes a priori de l'entendement. Et de même qu'il y a des formes pures de la sensibilité, espace et temps, Kant pense qu'il y a des concepts purs de l'entendement. Les fameuses catégories, C'est ça, ce sont les concepts fondamentaux qui structurent notre pensée des objets. Des concepts comme l'unité, la pluralité, la totalité, quantité, la réalité, la négation, la limitation, qualité. la substance et l'accident, la cause et les faits, la communauté, relation. Et la possibilité, l'existence, la nécessité, modalité. Pour les découvrir, Kant part des formes logiques des jugements, comment on construit nos phrases pour affirmer, nier, poser des hypothèses, etc. Et il en déduit ces concepts de base. D'accord, donc les sens fournissent les données brutes, déjà mises en forme par l'espace et le temps. Oui, le divers sensible. Et l'entendement arrive avec ses outils, les catégories, pour organiser ce divers, le lier et en faire une expérience cohérente. Pour dire ça, c'est une substance qui change ou ceci est la cause de cela. C'est l'idée générale. Mais là, on arrive au cœur du réacteur, le passage sans doute le plus difficile. La déduction transcendantale. Pourquoi déduction? Il doit prouver quelque chose? Oui, il doit justifier, déduire au sens juridique du terme, le droit de ces catégories à s'appliquer aux objets. La question est, comment ces concepts qui viennent de notre entendement, qui sont a priori donc, peuvent-ils s'appliquer nécessairement et légitimement aux objets qui nous sont donnés par les sens, par l'expérience? C'est vrai que ça ne va pas de soi. Pourquoi le monde extérieur devrait-il obéir aux règles de notre pensée, à nos concepts de causalité ou de substance? C'est le défi. Hume dirait il n'y a aucune garantie, mais Kant pense pouvoir le prouver. Son argument est très complexe et il l'a même réécrit pour la seconde édition. Oui, j'ai vu ça. Mais l'idée maîtresse, c'est à peu près ça. Pour qu'il y ait une expérience du tout, pour que mes perceptions ne soient pas juste un chaos de sensations isolées, mais une expérience cohérente d'un monde d'objets, il faut une synthèse, une unification active de ces données. Il faut que tout ça soit relié dans ma conscience. Voilà, il faut une unité de la conscience. C'est ce qu'il appelle l'unité synthétique transcendantale de la perception. Derrière ce terme un peu barbare, Se cache le fameux « je pense » qui doit pouvoir accompagner toutes mes représentations, pour que ce soit mes représentations, mon expérience. exactement. C'est l'unité minimale et fondamentale de la conscience de soi qui rend possible toute expérience structurée. Et, argumente Kant, les catégories sont précisément les fonctions d'unité, les règles a priori selon lesquelles notre entendement opère cette synthèse nécessaire. Donc, les catégories sont les schémas organisateurs indispensables pour que le « je pense » puisse unifier l'expérience et la transformer en connaissance d'objets. C'est une bonne manière de le dire. Sans les catégories, on aurait peut-être des intuitions, mais pas de pensée d'objets, pas de monde cohérent. Juste, comme il dit, une rhapsodie de perception. Les catégories sont les conditions de possibilité d'une expérience objective. C'est puissant comme argument. En gros, le monde a un sens pour nous parce que notre entendement l'organise activement grâce à ces catégories. Elles ne décrivent pas les choses en soi, mais elles rendent possible notre expérience des phénomènes. Tout à fait. C'est la justification de leur application à l'expérience réelle. Elles sont la condition même de cette expérience en tant qu'expérience objective. D'accord. Donc, on a vu les formes de la sensibilité, espace-temps, et les concepts de l'entendement, catégories, et tout ça ne s'applique qu'aux phénomènes, aux objets d'expérience possibles. Oui, Kant insiste énormément là-dessus. C'est la limite infranchissable de notre connaissance théorique. Et c'est ce qui nous mène à la troisième grande partie de la critique, la dialectique transcendantale. Là, il s'intéresse à une autre faculté, la raison, Vernunft. Oui, la raison au sens strict qu'il distingue de l'entendement.
L'entendement applique ces catégories aux intuitions pour connaître les phénomènes. La raison, elle, cherche à unifier encore plus. Elle vise l'inconditionné, l'absolu. Elle pousse l'entendement au-delà de ses limites légitimes. De sorte, elle a cette tendance naturelle à vouloir appliquer les catégories causalité, substance, non plus seulement à l'expérience, mais à des idées qui dépassent toute expérience possible, l'âme, la totalité du monde, le cosmos, Dieu. Et là, ça dérape. C'est là que les ennuis commencent, oui. Quand la raison essaye de traiter ces idées comme si c'était des objets connaissables avec les outils de l'entendement, elle s'empêtre dans des contradictions insolubles. Ce sont les antinomies de la raison pure. Des contradictions. C'est-à-dire? La raison se met à produire des arguments qui semblent tout aussi valides pour prouver une thèse que son contraire. Par exemple, thèse 1, le monde a un commencement dans le temps et des limites dans l'espace. Antithèse 1, le monde n'a ni commencement ni limite, il est infini. Et la raison peut argumenter brillamment pour les deux. Et il y en a d'autres? Oui, sur la divisibilité de la matière, infinie ou pas, sur la causalité, tout est déterminé par les lois naturelles ou y a-t-il une place pour la liberté, et sur l'existence d'un être nécessaire, cause ultime du monde ou pas. Mais comment on sort de ces impasses si la raison se contredit elle-même? La solution de Kant repose encore et toujours sur sa distinction clé phénomène-noumène. Les antinomies naissent parce qu'on oublie cette distinction. On traite le monde comme s'il était une totalité donnée, soit finie, soit infinie, alors qu'il n'est que la série de nos expériences qui n'est jamais achevée. Ah. Pour les deux premières antinomies, sur l'espace-temps et la divisibilité, Kant dit que les deux options, fini, infini, pourraient bien être fausses, car elles appliquent à la totalité du monde, qui n'est pas un objet d'expérience, des concepts qui ne valent que pour l'expérience. Et pour les autres? Sur la liberté et l'être nécessaire? Là, c'est différent. Il suggère que les deux thèses opposées pourraient être vraies, mais à des niveaux différents. Dans le monde des phénomènes, tout est peut-être soumis au déterminisme causal étudié par la science. Mais ça n'empêche pas de penser, sans pouvoir le connaître, qu'au niveau nouménal, il pourrait y avoir une causalité par liberté ou un être nécessaire. Donc le déterminisme pour le monde connu et la possibilité de la liberté pour le monde en soi, inaccessible à notre savoir? C'est l'idée. La raison spéculative ne peut pas prouver la liberté, mais elle ne peut pas non plus la réfuter. Elle montre les limites de son propre pouvoir. Je vois mieux le but final maintenant. En montrant où la raison s'en mêle les pinceaux quand elle dépasse l'expérience, il délimite son champ de compétences légitimes. Exactement, c'est ça. Le but de la critique, tracer les frontières du savoir certain. Et comme il le dit dans la célèbre préface B, j'ai donc dû supprimer le savoir pour faire place à la foi. Glauben. Supprimer le savoir, c'est radical. Il faut comprendre, supprimer les prétentions illégitimes du savoir spéculatif à vouloir tout expliquer, y compris Dieu, la liberté, l'immortalité. La critique montre que ces questions sont hors de portée de la raison théorique. On ne peut ni les prouver, ni les réfuter scientifiquement. Mais alors quel est l'intérêt de cette limitation? Ce n'est pas juste négatif. Non, pas du tout. Pour Kant, c'est un résultat positif majeur. Car en libérant ces idées, Dieu, liberté, immortalité, de l'emprise impossible de la preuve théorique, on ouvre un espace légitime pour un autre usage de la raison pratique. La raison morale. Oui. Kant va développer ça dans ses autres écrits, mais l'idée est que la loi morale qui est en nous, le devoir, nous oblige en quelque sorte à postuler la liberté, sinon la morale n'a pas de sens, l'immortalité de l'âme pour que la vertu puisse espérer le bonheur, et l'existence de Dieu comme garant ultime de cet accord possible entre vertu et bonheur. Donc, ce ne sont pas des objets de savoir, mais des postulats nécessaires pour la vie morale. C'est ça, des objets de foi raisonnables exigés par notre conscience morale. La critique protège donc la morale et la foi des attaques de la raison spéculative, mais aussi des dogmes non fondés. Elle établit une frontière nette, ici le savoir, là le croire, ou le penser nécessaire pour agir. C'est fascinant comme architecture. Si on essaie de résumer très vite, Kant part du problème comment sont possibles les jugements synthétiques a priori, maths, physique. Il répond par sa révolution copernicienne. L'esprit ne reçoit pas passivement, il structure l'objet grâce à ses formes a priori, espace, temps pour la sensibilité, et ses concepts purs, catégories pour l'entendement. C'est ça. Conséquence. On ne connaît que les phénomènes, les choses telles qu'elles nous apparaissent, pas les nomènes, les choses en soi. Le point crucial.
Et donc, la raison spéculative est limitée au champ de l'expérience. Tenter d'aller au-delà mène à des contradictions, antinomies. Tout à fait. Et cette limitation du savoir ouvre un espace protégé et légitime pour la foi morale, pour les postulats de la raison parthique, liberté, Dieu, immortalité. C'est une excellente synthèse du projet kantien dans la première critique. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir peut-être. Oui, une question un peu provocatrice pour finir. Kant trace donc une frontière très nette entre ce qu'on peut savoir avec certitude par la raison théorique et ce qu'on peut seulement penser ou croire raisonnablement, notamment pour des raisons morales. Si la raison ne peut pas prouver Dieu ou la liberté, mais que la morale semble les exiger, comment cette distinction entre savoir et croire, ou postuler, affecte-t-elle notre rapport à la connaissance, à l'éthique, à la religion? Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont on justifie nos convictions les plus fondamentales, celles qui guident nos actions? Kant nous laisse avec cette tension, finalement assez moderne, entre les limites de ce qu'on peut prouver et les nécessités de ce qu'on doit peut-être supposer pour vivre une vie humaine sensée.